Bonjour à tous et bienvenue dans l'invité de l'économie sur France 24. On n'avait pas connu cela depuis 60 ans. Une très grave sécheresse touche la Corne de l'Afrique. Elle a déjà fait des dizaines de milliers de morts. Elle menace 12 millions de personnes en Somalie, au Kenya, en Éthiopie, à Djibouti, au Soudan et en Ouganda. La famine décime, l'ONU l'a décrétée formellement dans 2 régions du sud de la Somalie. Alors comment l'expliquer? Que fait la communauté internationale? Est-ce une fatalité que cette sécheresse dans la Corne de l'Afrique? Pour en parler, mon invité est Thierry Tannot, vice-président de la Société financière internationale, une filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé pour l'Afrique et l'Amérique latine. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors c'est vrai qu'on est dans une situation extrêmement grave dans la Corne de l'Afrique. 1,6 milliard de dollars sont nécessaires dans les 12 mois et 300 millions dans les 2 mois qui viennent, d'après Jacques Diouf, qui est donc le directeur général de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation, qui s'est exprimé d'ailleurs à ce sujet au sommet de Rome. On l'écoute et on se retrouve tout de suite. Il faut sauver les vies et les moyens de subsistance et réagir aux situations d'urgence pour empêcher qu'elles n'empirent. L'effet conjugué de la sécheresse, de l'inflation et des conflits a créé une situation catastrophique qui exige une aide internationale massive et urgente. Thierry Tannot, quel est votre regard, vous, sur justement cette sécheresse de la Corne de l'Afrique et sur cette nécessité, justement, ce besoin d'argent? C'est ce que disait Jean Ziegler, d'ailleurs, vice-président du comité consultatif du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Il manque d'argent. Écoutez, c'est une situation de crise d'abord qui est fort déplorable. La famine, c'est quelque chose, comme on l'a dit, qu'on n'avait pas vu dans cette région depuis 60 ans, qui nécessite une réponse immédiate, et donc d'où la nécessité d'avoir ces ressources. Ce qu'il aurait fallu voir, c'est est-ce qu'on aurait pu prévoir cette sécheresse, et si elle avait pu être prévue, qu'est-ce qu'on aurait pu mettre en place afin de permettre à ces populations d'avoir des ressources alimentaires. Alors justement, la Banque mondiale va octroyer 500 millions de dollars pour justement faire face à cette situation de famine. L'Union européenne a également fixé son montant de l'aide à 100 millions d'euros. La France a doublé la sienne, l'Espagne 25 millions, la Norvège 50 millions d'euros. Alors c'est vrai que vous êtes plus spécialisé dans le secteur privé, mais est-ce que vous avez l'impression que cet argent public va suffire à faire face à une telle situation ? J'espère qu'il va suffire, mais au-delà, je pense, de cet argent, ce qu'il faudrait essayer de commencer à faire, c'est de voir dans quelle mesure on peut commencer à travailler pour que dans la sous-région, on ait une meilleure capacité de production pour des produits alimentaires afin d'avoir une meilleure fourniture aux populations de cette région. Donc c'est augmenter les rendements agricoles, augmenter les surfaces sur lesquelles on peut produire des produits agricoles, et augmenter, améliorer les infrastructures et les capacités de stockage de cette sous-région. Si on ne peut pas stocker les produits, on n'arrivera jamais à faire face à ce type de situation. Alors justement, on a l'impression que l'Éthiopie est un pays avec un État fort et justement, ils ne stockent pas, par exemple, la nourriture, et un certain nombre de pays d'Afrique ne font pas de stockage. Pourquoi, à votre avis ? Bon, dans un premier temps, il est possible que tout ce qu'ils produisent, ils le consomment immédiatement. Donc, s'ils n'ont pas assez pour la propre consommation, il est difficile de stocker. Donc là, pour parler de stockage, il faut pouvoir déjà subvenir à ces besoins. Une fois qu'on a réussi à faire cela, commencer à prévoir et avoir la capacité justement de stocker pour vendre soit à un meilleur prix, soit plus tard. Donc, je ne connais pas particulièrement le cas de l'Éthiopie, mais il est certain que dans cette sous-région, si on regardait d'une façon générale, la capacité de production ne répond pas à la demande. Et est-ce que vous avez justement des projets pour développer, comme vous le disiez, l'agriculture locale, par exemple ? Tout à fait. Je pense que ce à quoi nous essayons de nous atteler et travailler, c'est travailler avec le secteur privé pour accroître d'abord les rendements sur les exploitations existantes, mais également augmenter les capacités de stockage, donc travailler avec le secteur privé pour construire des silos qui vont permettre de stocker des matières premières. Et dans quel pays le faites-vous on travaille en Zambie, par exemple, dans cette région. On est en train de regarder ce qui peut être fait également dans un pays en Afrique de l'Ouest, comme le Burkina,
On essaye de travailler aussi au Kenya avec des exportateurs. Donc, dans toute cette sous-région, on essaye. Ce qui va être aussi important, je pense, pour aller plus vite dans ce domaine, c'est essayer de travailler avec des gens qui ont la technologie et qui le font ailleurs, et d'amener ces gens à investir en Afrique subsaharienne et à travailler avec des investisseurs locaux dans ce fait-là. Vous avez un exemple, par exemple, justement, qui fonctionnerait, où vous auriez fait appel à des investisseurs étrangers qui auraient cette technologie? Alors, on est en train de regarder, par exemple, dans le secteur de l'agroalimentaire, voir dans quelle mesure on pourrait travailler avec des éleveurs brésiliens, par exemple, qui viendraient donner de l'assistance technique dans la région. Donc, j'ai discuté de cela en Afrique de l'Ouest avec un producteur de volailles, par exemple. On est en train de regarder aussi On utiliserait en fait le savoir-faire des Brésiliens en Afrique. Tout à fait, tout à fait. On essaie de faire la même chose avec l'Inde. Donc on essaie d'avoir une coopération sud-sud et on travaille avec la Chine, l'Inde et le Brésil. Alors c'est vrai que ces exemples que vous donnez sur la coopération sud-sud sont intéressants, mais on a l'impression que ça fait des années qu'on entend parler d'autarcie alimentaire, de développement de l'agriculture sur place, de révolution verte, et on se demande toujours pourquoi effectivement on en arrive à des situations aussi extrêmes que celle-ci. Est-ce que la sécheresse est une sorte de fatalité dans certaines régions d'Afrique, et la sécheresse avec toutes les conséquences? Alors, la sécheresse n'est pas une fatalité, mais est une cause naturelle. Ça peut être la sécheresse, ou dans d'autres pays, vous avez les inondations. Ce qui, à mon avis... accentué par le réchauffement climatique, par exemple? Oui, enfin, selon certains dires. Mais, à mon avis, ce qui pose le plus gros problème au développement de tout ce qui est secteur agricole en Afrique subsaharienne, c'est le manque d'infrastructures. Le fait que vous n'ayez pas de bonnes routes pour... distribuer vos produits, que vous n'avez pas d'aire de stockage, qu'il est très difficile parce que vous n'avez pas d'électricité de maintenir la chaîne du froid et donc de transformer les produits. Donc autant de barrières qui nécessitent des investissements au départ publics, mais que beaucoup d'États aujourd'hui n'ont pas les ressources pour financer ce type d'infrastructure. Donc on est en train de travailler de plus en plus dans cette région sur les partenariats publics-privés qui devraient permettre de combiner des ressources publiques qui sont nécessaires avec des ressources privées qui vont permettre de développer ces projets. Pour justement développer les infrastructures. Tout à fait. Ça représente quelle masse financière pour le moment, ces partenariats publics-privés? Alors, pour nous, au niveau de l'IFC, ils sont très faibles pour le moment. On en a dans le secteur de l'énergie, donc de la production énergétique. On le voit avec des projets tels que Boujagali, ou au Sénégal, nous avons financé une entreprise qui s'appelle Kounoun. Nous avons fait la même chose en Côte d'Ivoire avec Azito. Donc, dans ce secteur-là, nous avons de bons résultats. Dans le secteur routier, beaucoup moindre. Comme je vous l'ai dit, le premier autoroute à péage, nous l'avons financé au Sénégal. Nous espérons pouvoir faire de même en Côte d'Ivoire dans les années à venir. Comment arrivez-vous à convaincre justement les investisseurs privés à investir justement dans ce type de projet, dans des zones à risque? Déjà, l'opportunité que vous me donnez de parler de l'Afrique sur une chaîne telle que de France 24 est une bonne opportunité. Pour les investisseurs futurs qui nous regardent. Tout à fait. J'espère qu'il y en a qui écouteront cela et suivront l'exemple. Nous avons investi au cours de ces dernières années, nous investissons d'une façon générale en moyenne 2,5 milliards de dollars en Afrique subsaharienne tous les ans. C'est une région qui, pour nous, en termes de profit, est profitable. Donc, il est possible d'investir en Afrique et de faire des profits. C'est le discours que vous leur tenez, évidemment. Tout à fait. Donc, mais on a des preuves. Je veux dire, on a des résultats qui sont tangibles. Donc, il y a du potentiel. Il y a du potentiel. Maintenant aussi, il y a un aspect qui joue contre l'Afrique. C'est la mauvaise presse qu'a l'Afrique. Donc, quand on regarde dans les émissions télévisées, on voit que voit-on de l'Afrique? On voit la famine. Oui, mais ça, c'est une réalité aussi. C'est tout à fait. On voit les guerres. Okay, c'en est une autre. Mais il y a également beaucoup de bonnes choses qui arrivent en Afrique. Il y a des infrastructures qui sont construites. Il y a un secteur privé qui est vibrant. Regardez,
l'explosion de la téléphonie mobile en Afrique subsaharienne, ce que ça a généré comme emploi et comment est-ce que les investissements ont été rentables. Il y a des entrepreneurs en Afrique subsaharienne qui ont d'extrêmement bons résultats, qui devraient être mis en avant. Donc quelque part, il faut à la fois la réalité, c'est que c'est un continent sur lequel il est difficile de faire des affaires, mais c'est un continent qui a un grand potentiel. Une dernière question sur la Côte d'Ivoire. Vous allez investir dans une société de microfinance, 500 millions de francs CFA. Alors, quelle est votre priorité et comment convaincre les investisseurs de retourner en Côte d'Ivoire ? Eh bien, c'est pas nous avons, en fait, j'ai signé l'accord d'investissement la semaine dernière. Donc, nous avons déjà investi en microfinance. Notre stratégie dans des pays tels que la Côte d'Ivoire, qui est un pays en post-conflit, est de soutenir les efforts afin de créer et de générer des emplois. La microfinance est un financement qui va essentiellement au départ dans le secteur informel. Et dans les pays en post-conflit, il y a énormément de gens qui sont dans le secteur informel. Donc notre stratégie est d'aider le financement au niveau du secteur informel. Au niveau du secteur formel, nous donnons des ressources à long terme au système bancaire et aux banques afin qu'elles puissent prêter aux petites et moyennes entreprises, donc ce fait une garantie de portefeuille. Et le dernier aspect sur lequel on essaye de travailler, les deux derniers aspects sur lesquels on va travailler, c'est l'amélioration du climat des affaires pour assurer la bonne gouvernance et la justice, qui est un facteur clé pour attirer le secteur privé. Et le dernier élément, c'est de développer les infrastructures. Un pays tel que la Côte d'Ivoire qui sort de crise a besoin d'énergie électrique, a besoin de construire... Vous avez l'impression que les investisseurs vont effectivement retourner en Côte d'Ivoire en ce moment ? Écoutez, moi j'étais à Abidjan il n'y a pas longtemps. L'hôtel était plein. L'hôtel était plein d'investisseurs. Il n'y a pas tellement de tourisme en ce moment, mais beaucoup d'investisseurs. Merci beaucoup Thierry Tannot et merci à vous d'avoir suivi l'invité de l'économie. Restez avec nous sur France 24.